Ensuite, vous présenter peut-être deux éléments de théorie que je trouve intéressants. Et ensuite, j'avais l'idée d'associer un peu, suite aux discussions que j'avais eues en préparant, notamment avec Bastien, en préparant l'événement, une critique d'un certain type de récits primitivistes notamment, donc je vous expliquerai pourquoi, qui n'est pas une critique, disons, frontale, mais qui est plus une façon de dire qu'il y a quand même des problèmes dans cette façon de voir les choses. J'espère que j'aurai le temps. Donc pour commencer, je vais peut-être pas trop m'attarder sur la critique de tout ce qui est développement durable, etc., parce que je pense que beaucoup de gens sont quand même déjà acquis à tout ça. S'il y a vraiment des gens qui défendent les éoliennes et les panneaux solaires qui me posent des questions ou hésitent, mais quand même donner quelques éléments de cadre. Donc le premier peut-être, c'est de dire que, quelques éléments historiques, juste pour donner une idée. En 1902, le président de la Société américaine de chimie, donc American Chemical Society, en 1902, prédit que les États-Unis des années 70 utiliseront surtout de l'énergie solaire. Donc en 1950, donc 50 ans plus tard, le président de l'université d'Harvard aux États-Unis prédit que l'énergie solaire sera dominante avant la fin du siècle, donc du XXe siècle. En 1987, le rapport Brundtland, donc qui est un des moments qui est vu comme le début de ce développement durable institutionnel, parle du solaire comme ayant un potentiel infini de production d'énergie et considère que l'horizon à attendre est la conversion totale de l'économie, notamment mondiale, ces énergies renouvelables. Voilà. Aujourd'hui, on est à peu près à 0,4% de l'énergie primaire dans le monde qui est produite par du photovoltaïque. En France, c'est 0,8%. Donc ça n'a pas du tout suivi ces promesses-là. Donc c'est des promesses qui sont très anciennes et qui n'ont jamais été répondues. Donc toujours pour cadrer, moi, dans un élément de comparaison sur la production de photovoltaïque en France, et il y a des luttes qui sont en cours, donc je viens de Marseille, il y a eu des luttes dans la montagne de Lure sur des endroits où on détruit des forêts pour installer des panneaux solaires. Voilà, bon, pour regarder, le collectif s'appelle LZR, Lure en résistance. Donc la production totale de photovoltaïque en France, d'énergie photovoltaïque, c'est 1/10 de ce que consomme le Bitcoin, par exemple. Je sais pas si vous voyez ce que c'est, le Bitcoin, c'est une monnaie, une crypto-monnaie, voilà, une monnaie numérique qui sert à peu près à rien, sauf à faire de la spéculation. Et ça consomme 10 fois plus d'énergie dans le monde que ce qu'on produit d'énergie solaire en France. J'ai parlé du solaire, mais en gros, on aurait pris l'éolienne, ça aurait été plus ou moins la même chose. Et toujours pour donner ce cadrage, donc l'idée générale, et je pense que beaucoup l'ont déjà entendu, mais c'est qu'on n'a jamais on n'a jamais substitué des énergies les unes aux autres, mais on n'a fait que les augmenter. Je ne sais pas si vous étiez là à la conférence de Philippe il y a 2 jours, mais Philippe me disait qu'on n'a jamais utilisé autant de bois qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la quantité de bois qui est utilisée pour le brûler dans le monde est plus élevée aujourd'hui qu'à n'importe quelle époque de l'histoire. Et c'est pareil pour le charbon, c'est pareil pour tout. Et toujours pour donner un cadrage, donc désolé j'arrête après avec le cadrage un peu chiffré, mais je fais ça un peu pour aller contre ces prétentions un peu, enfin cette espèce de discours de la transition qui est tout à fait mensonger. Sur les émissions donc, de CO2, entre 1750, donc les premières machines à vapeur de James Watt, en gros à cette époque-là, début de la révolution industrielle anglaise, et 1940, donc à peu près en 200 ans, il y a 160, donc ces 200 ans, c'est quand même toute la révolution industrielle, l'époque de la vapeur, les premières automobiles, les premiers avions, etc., jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 200 ans, il y a 160 gigatonnes de CO2 qui sont émises sur Terre. Et entre la COP21 en 2015 et 2020, donc ça donne un peu, j'ai pas mis à jour, mais entre la COP21 en 2015 où on dit qu'il faut arrêter d'émettre du gaz à effet de serre, en gros, et 2020, en 5 ans, on a aussi émis le monde a aussi émis 160 gigatonnes de CO2. Donc, en gros, 200 ans de révolution industrielle et 5 ans entre 2015 et 2020, c'est la même quantité de combustibles fossiles qui ont été brûlés, principalement. Bon voilà, donc désolé pour ce moment de chiffres et ce cadrage là-dessus. Donc qu'est-ce que je veux dire par tout ça? Donc l'idée c'est de un peu de critiquer la possibilité de tous ces discours qui prétendent que les technologies vertes sont en train de permettre de se substituer aux toutes les technologies polluantes qu'on avait par le passé. Donc ça n'a jamais été le cas, et c'est des discours qui sont très vieux. Toujours pour l'anecdote, la première voiture électrique a été construite avant la première voiture à essence. C'était au XIXe siècle. J'en passe, donc j'en viens, désolé, c'est peut-être un peu désordonné, mais donc j'en viens à la question principalement de la technologie. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, pourquoi, dans tout ceci, c'est important de parler de critique de la technologie en tant que telle, par rapport à d'autres critiques qui sont aussi pertinentes dans certains domaines, par exemple, je sais pas, la critique du capitalisme, en premier lieu.
Pourquoi c'est important de critiquer la technologie en tant que telle? Et ce qui va avec, c'est l'idée que la technologie n'est pas neutre. C'est-à-dire que la technologie n'est pas un simple... on a souvent tendance, dans la vision la plus naïve, c'est de considérer que la technologie, c'est des outils, et que des outils, on peut les utiliser dans différents objectifs. Et finalement, selon qui utilise ces outils, qui décide, comment on les conçoit, on peut en faire des choses différentes. Alors, le corpus de la technocritique, dans l'ensemble, s'est construit sur l'idée que, en fait, la technologie n'est pas neutre et va produire un certain monde. Ce qui peut montrer ça, donc déjà, ce qui est évident pour tout le monde, c'est que face à la crise écologique qu'on a aujourd'hui et à beaucoup des problèmes qu'on a aujourd'hui, y compris d'ailleurs beaucoup des problèmes sociaux, militaires, etc., ces problèmes passent par la technologie. C'est-à-dire que c'est pas, par exemple, la population sur Terre ne cause pas en elle-même de problèmes environnementaux, c'est pas la respiration des humains ou le piétinement ou des choses comme ça qui posent un problème. Les problèmes qui sont causés à l'environnement, à la nature, se font via l'utilisation de tout un ensemble d'artefacts technologiques. Ça, je pense qu'il y a un espèce de consensus là-dessus. Donc, du coup, la question qui s'est posée sur cette neutralité, c'était est-ce que finalement, la technologie, c'est un simple intermédiaire qui ne joue pas de rôle en lui-même, et le problème se situant ailleurs? Et ça, c'est une idée qui est défendue par plusieurs courants qui voient les causes primordiales ailleurs. Bon, je vais pas tout faire, mais un premier courant, et j'en parle parce qu'on en a beaucoup parlé ces jours-ci, même sous un angle un peu différent, c'est tout ce qui est éthique environnementale. Donc je veux pas critiquer en tant que tel le fait qu'il y ait besoin par moment de systématiser éthiquement ce qu'on veut poser, mais il y a un certain courant de l'éthique environnementale tel qu'il s'est développé, notamment dans le monde anglo-saxon, qui considère que finalement les problèmes d'écologie, d'environnement, de tout ça, sont des problèmes d'ordre éthique, et qui peuvent être résolus par le changement, la moralisation des sociétés, et l'idée que derrière chaque technicien, on devrait avoir une conscience morale, etc. Et que ça permettrait que si les techniciens, disons les ingénieurs, sont convertis à cette éthique environnementale, on pourra résoudre les problèmes écologiques. Donc je sais pas si vous l'avez déjà entendu comme ça, mais c'est une vision qui est quand même présente. Et cette vision, ce serait dire par exemple que le problème, c'est qu'on a été trop anthropocentré, donc pas seulement par rapport à l'antispécisme, mais aussi par rapport à des approches écocentriques. Donc écocentrique, c'est l'idée qu'il faut se centrer sur l'environnement, où il y a tout un tas de courants en éthique environnementale. Donc on serait trop concentré sur les intérêts des humains, ou sur les intérêts des occidentaux, ou sur ce type d'intérêt. Et finalement, il faudrait avoir un changement moral dans ce qu'on considère pour résoudre ces problèmes, et que par exemple, la science, la technologie, etc., ne seraient pas directement en cause. Alors, le problème de cette idée-là, et je pourrais plus développer, mais c'est typiquement, si on regarde 2 siècles d'industrialisation, si on prend ce qui est censé être le plus en haut de tout ça, donc les humains, et encore plus les occidentaux, blancs, etc., en 2 siècles d'industrialisation, le système capitaliste, industriel, etc., quelle que soit la façon dont on le qualifie, n'a pas eu du tout de problème à faire énormément de mal et de dégâts à ces personnes-là qui sont censées être les plus privilégiées. On a des guerres mondiales, on a des génocides en Europe, on a, si on regarde, je sais pas, les ouvriers de l'amiante, ou en général les conditions de vie d'un très grand nombre de travailleurs depuis le 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, dans les mondes ouvriers, etc. Donc finalement, si on veut... si l'idée de l'éthique environnementale, c'est que le problème est d'ordre... Et personne jusque-là, pourtant, n'avait contesté en termes d'éthique le fait qu'il y ait une valeur morale aux êtres humains. Dites-moi si vous êtes un peu... Enfin, si vous vérifiez. Donc en fait, finalement, si le capitalisme, etc., a pu à ce point dénier la valeur de la vie humaine qui était censée mettre sur un piédestal, dans des guerres, dans tout un tas de choses, on peut quand même douter que simplement un changement d'éthique qui prendra en considération la nature, disons, aussi bien que les ouvriers de l'amiante, ou aussi bien que les soldats de la Première Guerre mondiale, ou aussi bien que... etc., que les gens, les cadres qui se suivent à France Télécom, on n'a pas forcément envie que le monde soit traité aussi bien que ce que l'ont été traités tous ces hommes blancs occidentaux. Et je donne bien sûr, là je parle que des hommes blancs occidentaux, pour montrer à quel point même ceux-là étaient maltraités, mais c'était bien pire pour les pays colonisés, c'était bien pire pour les femmes dans beaucoup de situations, c'était bien pire pour les animaux, pour la nature en général. Donc autre point qui considère que finalement la technologie n'est pas elle-même en cause, et bon je passe un peu vite, je suis désolé, aujourd'hui il y a toute une idée qui va considérer que c'est des causes sociales et structurelles qui font que la technologie est utilisée dans ce sens-là, que ce soit à cause du capitalisme, ou que ce soit à cause, donc c'est de plus en plus à la mode, d'une ontologie, donc il y a ce terme qui est très à la mode depuis notamment les travaux de Latour, d'Escola, etc., qui considèrent que c'est
une certaine, disons, structuration de la culture occidentale qui fait que la technologie est mal utilisée et que si on change l'ontologie, si aujourd'hui, par exemple, on cesse de considérer qu'il y a une nature qui est séparée de la culture, ça pourrait permettre de résoudre ces problèmes, et chez Descola ou chez Latour, sans remettre en cause la technologie, qui pour eux ouvre quand même des possibilités, surtout chez Latour. Et ce qu'on peut quand même voir, c'est que d'une part, depuis 2 siècles, le système industriel est apparu en Angleterre. L'Angleterre, c'était une île minuscule, et qu'au moment où il apparaît, une grande partie du monde est peuplée de civilisations, de peuples, etc., qui ont des cultures, des ontologies qui sont très différentes. Que ce soit, je sais pas, l'Asie avec des valeurs d'équilibre du cosmos, etc., qui étaient quand même très présentes dans l'industrialisation, ou que ce soit tout ce qui va être peuple premier. Bon, je développe pas, vous avez une idée de ce que je veux dire là. Et finalement, l'existence de ce grand nombre de personnes avec des ontologies différentes n'a jamais arrêté l'expansion du système industriel. Donc en fait, réussir à recréer aujourd'hui, je sais pas, un petit groupe de gens chamanistes en Europe, vu que le monde entier était n'avait pas l'ontologie occidentale à un moment donné et que tout a été détruit et balayé, on voit pas trop pourquoi quelques changements marginaux sur des groupes en termes d'ontologie changeraient quelque chose. Plus largement, on observe que la technologie, lorsqu'elle est adoptée par un pays, par une population, va extrêmement vite se transformer, ou en tout cas se défaire de toutes les limitations qu'il y avait jusque-là. Et ça, on l'observe dans des territoires où par exemple, des chasseurs-cueilleurs qui vivaient en harmonie avec leur environnement depuis des centaines de milliers d'années parfois, enfin des dizaines de milliers d'années en tout cas, se retrouvent avec des outils technologiques, et souvent ça fait des dégâts. Par exemple, quand il y a des armes à feu au Nunavut, au Québec, etc., il va y avoir des phases de surchasse, il va y avoir des phases de pollution de leur environnement. Donc, et pareil, même la Chine qui avait un attachement historique à l'équilibre taoïste du cosmos, etc., c'est quand même extrêmement facilement industrialisé. Et, bon, je suis obligé de passer très vite, mais de même sur ce que je disais, cette idée sur le capitalisme et l'idée que ce serait une certaine structuration de la société et des rapports de propriété qui poserait problème, on observe quand même que dans l'histoire, alors d'une part, toutes les tentatives qui ont été faites d'avoir un système industriel non capitaliste ont posé les mêmes problèmes. C'est-à-dire que si on regarde l'URSS, si on regarde les différents pays communistes, que ce soit la Chine, l'URSS, Cuba, etc., Cuba, avant la période sociale, c'était l'agriculture industrielle extrêmement intensive. Bon, l'URSS, il y a eu Tchernobyl, il y a eu l'idée de faire couler les fleuves dans l'autre sens. Et plus en pratique, quand on avait des usines, quand on devait organiser une usine, et c'est toujours quelque chose qu'on observe aujourd'hui, quand on doit organiser une usine par exemple sur des bases coopératives, j'ai discuté de ça il y a quelques temps avec des gens d'une usine près de Marseille. Il y en a une usine qui s'appelle Fralib, qui fonctionne comme coopérative, qui est possédée par ses ouvriers, et qui eux-mêmes se rendent compte que dans la pratique de l'organisation du travail, dans la façon dont ce qu'ils produisent et ce qui est produit par l'usine, il n'y a pas tellement de changement. Le changement, c'est qu'il n'y a plus de patron, c'est déjà très bien, mais finalement, ça fonctionne plus ou moins comme ça fonctionnait à l'époque où il y avait un patron. Simplement, aujourd'hui, ils partagent les bénéfices entre eux, et etc. Et notamment, et je pourrais y revenir s'il y en a qui ne sont pas d'accord ou si vous voulez creuser ça, notamment parce que il n'y a pas 10 000 façons de produire de façon efficace dans une usine. Et très vite, par exemple, les communistes en URSS se sont rendus compte que s'ils voulaient produire de façon efficace et industrialiser leur pays, ce qui était l'objectif qui est déjà dans le manifeste du Parti communiste de Marx, etc., il fallait qu'ils aillent regarder ce qui se faisait aux États-Unis dans le Fordisme et le Taylorisme, et il fallait organiser leurs usines sur des méthodes de Taylorisme, etc. Parce que finalement, la façon efficace de produire était la même et posait les mêmes problèmes d'aliénation, etc., quelle que soit l'organisation politique à l'extérieur. Et plus largement, on observe une convergence aujourd'hui dans le monde, quels que soient les cadres politiques, les cadres culturels, etc., qu'on regarde, je sais pas, une monarchie théocratique comme l'Arabie Saoudite, qu'on regarde des pays communistes, qu'on regarde des systèmes les plus différents qu'on observe, du point de vue de le système technologique qui se constitue dans ces pays, c'est dans l'ensemble le même système. Et il y a une convergence en termes de produits, de mode de vie, de mode de production, et même de types de logiques qui sont nécessaires. Donc il y a des textes le sociologue Bourdieu, au tout début de sa carrière, a écrit sur la Kabylie, et comment le passage de paysans de Kabylie, pour les intégrer dans une logique un peu moderne, ça passe par un certain rapport au temps, ça passe par un certain rapport
à la quantification, etc., qui produit certaines conséquences. Donc voilà, donc c'était donc ces éléments-là et plein d'autres amènent à l'idée que la technologie n'est pas neutre et produit en elle-même un certain monde, qui n'est pas forcément d'ailleurs prévu par personne. Donc il y a plein d'exemples de ça, et je suis obligé de passer très vite, mais par exemple l'automobile, personne n'avait anticipé, au début de l'automobile on voulait se déplacer plus vite, personne n'avait anticipé que dans les effets de l'automobile, ce serait les banlieues résidentielles, les parkings de supermarchés, les embouteillages, etc. Personne s'est dit, tiens, je vais inventer une machine qui va permettre de construire des immenses lotissements sur des centaines de kilomètres autour des villes, d'avoir des parkings et de supprimer les petits commerces des centres-villes pour avoir des grandes surfaces, etc. Mais tout ça, c'est produit en lien avec l'adoption de l'automobile, historiquement, très fortement déterminé par l'existence de l'automobile, sans que ça ait été vraiment prévu. Donc, voilà, donc c'était un peu cette première partie, donc ce qui amène à l'idée que finalement, l'autre point là-dessus, toujours sur le capitalisme, c'est aussi que finalement, essayer de distinguer dans l'histoire, dire qu'on peut distinguer dans le monde industriel, étatique, technologique, capitaliste, on peut distinguer dans l'analyse différents aspects, on peut dire il y a un aspect économique, il y a un aspect culturel, il y a un aspect politique, etc. Mais c'est pas parce que dans le monde des idées, on arrive à distinguer ces différents aspects, que ça signifie que ces aspects soient dissociables dans le réel. C'est-à-dire c'est pas parce que on peut s'imaginer... Enfin, historiquement, ces choses sont apparues en même temps, et c'était globalement le même phénomène historique qui s'est diffusé. Et on a souvent tendance à faire comme si, tiens, on peut supprimer la composante militaire de ce système, et garder d'autres choses. Ou on peut garder l'industrie sans le capitalisme. Mais ça, c'est une pure vue de l'esprit, en fait. C'est-à-dire, historiquement, c'est aller ensemble, et ce serait extrêmement difficile de prouver qu'on peut dissocier des choses qui sont toujours allées ensemble dans l'histoire, et qui sont finalement plusieurs mots qu'on met sur un phénomène qui est assez unitaire. Un dernier exemple que je vais donner là-dessus, c'est... l'exemple un peu ultime, c'est l'ordinateur. Si on regarde ce que c'est qu'un ordinateur, pour qu'un ordinateur existe, aujourd'hui, il faut... notamment, les usines qui produisent des composants numériques sont très petits. Donc toujours, je parle en Provence, on a pas loin de Marseille, on a un site de ST Microélectronique qui produit des éléments de cartes graphiques qui sont utilisés globalement dans tous les ordinateurs du monde d'une génération. Et en fait, des usines comme ça, qui produisent des éléments de cartes graphiques, des éléments de tel ou tel élément d'un ordinateur, ça suppose ce qu'on appelle des moules, mais en gros c'est gravé sur des couches extrêmement fines de quelques atomes d'épaisseur, 6-7 atomes d'épaisseur. C'est des environnements qui sont totalement sans poussière, totalement stériles, où les gens ils se promènent avec des combinaisons parce qu'il faut... des combinaisons intégralement stériles, etc. Parce que la moindre poussière, le moindre grain, ce serait catastrophique. C'est plusieurs milliards d'investissements à chaque fois pour construire ces usines. Et du coup, ce serait stupide d'en construire 2 dans le monde, de moules pour ce genre de composants. Donc en fait, il n'y en a qu'un seul moule, qu'une seule usine de ce type par type de composant. Et donc en fait, sur un ordinateur, il y a une usine qui va fabriquer tel élément de carte graphique à côté de Marseille, une autre, je sais pas, à Grenoble, une autre aux États-Unis, en Corée, en Allemagne, et des centaines d'usines, tout ça. Plus le fait qu'il y a besoin de terres rares, donc d'énormément de terres rares, d'énormément d'usines, de mines pour toutes ces matières différentes. Et si on regarde tout ce qu'il faut en termes matériels pour construire un ordinateur, donc ça suppose déjà une concentration du capital qui est colossale. Ça suppose d'avoir plein d'endroits où on peut investir des milliards d'euros de travail social dans ces usines-là. Ça suppose un réseau d'approvisionnement mondialisé, ça suppose tout ça. Donc finalement, l'objet ordinateur est indissociable de quasiment tous les traits du capitalisme, de la mondialisation et de tout ça. Et par exemple, si la France voulait construire un ordinateur, je dis même pas un écolieu, mais je dis si la France voulait construire un ordinateur de A à Z d'elle-même, sans le reste du monde, même en ayant, disons, tous les métaux nécessaires dans son sol, ce serait sans doute tout à fait impossible. Parce que la taille du marché et la taille et la quantité de travail social qui peut être déployé sur la France à elle seule n'est pas suffisante. Vous voyez cette idée voilà. Donc, voilà, c'est le premier point sur la non-neutralité de la technologie que je voulais aborder. Donc ça, normalement, si vous connaissez déjà la technocritique, tout ça est quand même assez classique. Ensuite, je voulais aborder 2 théories pour illustrer, notamment venant de 2 auteurs. La première, c'est des thèses d'un anthropologue qui s'appelle Alf Hornborg. Si vous connaissez Andreas Malm, c'était le directeur de thèse d'Andreas Malm. Et Alf Hornborg,
Donc il a écrit un livre qui s'appelle, qui a été traduit assez récemment, qui s'appelle, moi j'avais lu en anglais, mais qui s'appelle Magie planétaire, technologie d'appropriation de la Rome ancienne à Wall Street. Et là-dedans, il développe une idée que je trouve extrêmement intéressante. Au départ, en fait, en étudiant la révolution industrielle en Angleterre, c'est le fait que, quand on regarde pourquoi c'est rentable en Angleterre de faire des machines à vapeur et de faire des manufactures pour filer du coton notamment, au lieu d'avoir l'ancien système qui était d'avoir des moutons et d'avoir des gens qui travaillent à domicile en ayant des métiers à tisser. Donc pourquoi cette espèce de saut technologique industriel est rentable? Il fait des comparaisons chiffrées. Bon, on peut peut-être le critiquer, je n'ai pas fait le travail d'historien pour vérifier ses sources et tout ça, mais en tout cas, c'est ce qu'il a essayé de faire. Et en faisant des comparaisons chiffrées, il montre que finalement, c'est pas rentable de filer du coton dans une manufacture pour faire du tissu par rapport à des personnes qui tissent à domicile. Pourquoi c'est quand même rentable? Est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui fait que on gagne plus d'argent en faisant du coton dans des manufactures, même si les coûts sont supérieurs de tissage, que ce système où il y avait des gens qui avaient des moutons et qui tissaient à domicile? Ouais. Est-ce que c'est peut-être plus adapté à certains standards de commercialisation? Non, pas forcément. Au contraire, c'est peut-être même moins adaptable que des gens qui peuvent s'adapter très vite à la demande et tout ça. Ouais. On a tout de suite accès au rendu, enfin au... Non plus. Ouais. La constitution de monopole. Bah, alors ça a pu jouer, mais il a fallu pour ça éliminer tous les producteurs de draps lignés, etc. Dans ce que j'ai dit, dans la comparaison, il y a un autre terme en fait. Quand je dis entre les manufactures qui tissent du coton et les producteurs de laine de draps à domicile, qu'est-ce qu'il y a comme différence entre les deux? Le coton et la laine, c'est pas le même produit. Ouais. Et d'où vient le coton? Des végétaux. D'où vient le coton en Angleterre au 19e siècle? Oui? De l'esclavage, c'est ça. Et beaucoup de l'Amérique et tout ça. Et en fait, ce que montre Alfred Borg, c'est que si on regarde où se fait le gain, le profit en fait dans la révolution industrielle anglaise, c'est pas dans les usines, c'est parce que le coton est produit par des esclaves. Et si on compare le niveau de rémunération entre guillemets des esclaves en Amérique et le prix du sol aussi en Amérique, toutes ces terres et toutes ces régions avec de l'esclavage, et c'est important, ça coûte beaucoup moins cher le produit de base coton que d'avoir des agriculteurs en Angleterre même. Vous voyez cette idée? Donc ça, il essaie de le quantifier. Et il montre notamment que... ce qui fait la puissance de l'Angleterre, c'est cette capacité à concentrer énormément de flux de travail, de matières premières qui viennent de partout dans le monde, et notamment de toutes les colonies et les États-Unis qui sont pas encore vraiment, qui sont plus une colonie, mais qui sont toujours dans ces logiques d'échange, etc. Donc de concentrer toute cette quantité de travail d'esclaves, du sucre, dans... je ne peux pas faire la liste de tous les endroits où il y a des esclaves, ou des pseudo-esclaves, genre je sais pas si vous voyez le système de l'indenture en Angleterre, mais le système d'engagement, les coulisses, etc. C'est globalement de l'esclavage, même si ça ne s'appelle plus comme ça, au 19e siècle, et toujours au 20e. Mais l'Angleterre a cette capacité à concentrer un énorme flux de travail et de matières premières de partout dans le monde, et ce que permettent les usines, c'est les traiter de façon extrêmement centralisée, et du coup, concentrer et gérer ces flux de valeur qui sont colossaux, et que sans l'industrie, il ne serait pas été possible de les traiter. Sans l'industrie, l'Angleterre n'aurait pas pu recevoir autant de produits bruts du monde, et les revendre et gagner autant d'argent dessus. Donc ça, c'est des choses qui viennent des théories marxistes de l'échange inégal, Wallerstein, etc. Bon, si vous voulez des références, il y en a plein. Et donc ce que montre, par exemple, les calculs que fait Alfred Borg, je vais essayer de retrouver, mais voilà. Donc l'Angleterre fait 24 millions d'hectares, et donc il compte un hectare global, la surface qui sont nécessaires pour produire ce que produit l'Angleterre. Donc l'Angleterre fait 24 millions d'hectares, et il fait la somme, donc l'Angleterre importe l'équivalent de 1 million d'hectares de culture de coton, je sais plus, 6 millions d'hectares de forêt, 1 million d'hectares de sucre, le fer suédois correspond aussi à une quantité de forêt énorme, et à la fin, il arrive à l'idée que... Kenneth Pomeranz notamment arrive à l'idée qu'en 1900, les importations de sucre, de bois, de coton, de travail, etc., toutes ces importations-là de l'Angleterre représentent au moins 200 millions d'hectares utilisés dans le monde, ce qui est en gros 10 fois la surface de l'Angleterre. Donc en fait, l'Angleterre, c'est un pays qui, grâce à un système commercial et industriel, réussit à concentrer les ressources de 10 fois son territoire. Et ce qui amène Borg à l'idée qui est un peu provocante, mais que je trouve très intéressante, je suis peut-être pas sûr de le suivre jusqu'au bout sur cette idée, mais je la trouve très intéressante.
il va dire que finalement, la technologie, ce qu'on appelle la technologie, est ce qu'il appelle un jeu à somme nulle, si vous voyez. Mais en gros, la technologie n'a jamais remplacé le travail ou les matières premières, mais les a juste déplacées. C'est-à-dire qu'en fait, au cours de l'industrialisation, on n'a jamais remplacé le travail humain par des machines, on a simplement déplacé le travail humain ailleurs, ce qui permet au centre, donc dans des logiques centre-périphérie, de s'enrichir énormément en captant par l'échange inégal les ressources et du travail venant du monde entier. Donc ça, c'est un point que je repense souvent. Par exemple, un élément là-dessus, c'est, je sais pas, on va avoir l'impression que l'électroménager, je sais pas, les lave-vaisselle, machines à laver, etc., c'est une façon de gagner du temps. Ça nous fait gagner du temps. Et il y a même des gens qui, de façon assez indue, disent que la libération des femmes est permise par la machine à laver. Je sais pas si vous avez déjà entendu ces propos. Bon, c'est assez scandaleux, parce que quand on regarde l'histoire du mouvement féministe, des suffragettes, énormément de choses, ça s'est fait déjà bien avant la machine à laver pour beaucoup, et c'est quand même assez affreux de réduire ça à la machine à laver, mais bref. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est si on regarde, en gros, les gens aujourd'hui qui ont les moyens de s'acheter des machines à laver ou des machines comme ça, au 19e siècle, les gens, pour ne plus avoir à faire ce travail, ils avaient des domestiques, par exemple, qui étaient payés en Occident. Et aujourd'hui, quand on regarde qui produit ces machines à laver, qui sont, disons, les gens qui travaillent dans des mines pour extraire les matières premières qui servent à produire une machine à laver, qui sont les personnes qui assemblent les usines, d'ailleurs c'est souvent des femmes aussi en Asie, mais qui travaillent dans des usines pour assembler l'électroménager, etc. Si on fait la somme de toutes ces personnes-là qui travaillent, qui la plupart n'ont pas accès à tout cet électroménager moderne, on pourrait poser la question, et c'est ce que fait Alfred Borg, même si c'est très dur à quantifier, de est-ce que finalement on a vraiment économisé du travail, ou est-ce que juste c'est plus rentable pour un Français aujourd'hui d'avoir de l'électroménager plutôt que de payer des domestiques, entre guillemets, parce que simplement, le prix où on doit payer quelqu'un ici, c'est en chèque emploi-travail, c'est je sais pas, 20 € de l'heure, alors que les gens qui travaillent pour produire la machine à laver sont payés 2 € par jour. Donc forcément, c'est beaucoup plus rentable d'utiliser ces machines, parce que déplacer le travail et déplacer les impacts très loin, c'est beaucoup moins, ça coûte beaucoup moins cher dans ce système d'échange inégal. Et bon, le résultat de ça qu'il faut surtout retenir, c'est que l'idée que le monde entier pourrait se développer, que le monde entier pourrait suivre la trajectoire qui a été celle de l'Occident, c'est totalement absurde. C'est un peu comme imaginer que tout le monde pourrait être milliardaire. Enfin, c'est pas possible, parce qu'en fait, pour s'enrichir quelque part, il faut exploiter des gens et des ressources ailleurs. Et au bout d'un moment, alors à moins qu'on trouve, je sais pas, des extraterrestres à coloniser et à exploiter leurs ressources, on n'arrivera jamais à le faire. Et je pensais hier dans les débats qu'il y avait eu, alors pour finir toujours là-dessus, sur la question du travail animal, etc. C'est intéressant parce qu'effectivement, il y a moins de travail animal dans les campagnes, en tout cas en Occident. Il y a quand même beaucoup d'endroits où il y a du travail animal dans les campagnes toujours. Mais aujourd'hui, donc on les a, entre guillemets, remplacés par des tracteurs. Et si on regarde aujourd'hui, un des trucs qui est le plus rentable dans l'élevage, je sais pas si vous voyez de quoi je vais parler, un truc qui est assez récent et qui est très rentable dans l'élevage et qui fait qu'il y a des fermes de 1000 vaches qui se diffusent, des choses comme ça. Vous avez une idée ? Les robots. Non, c'est genre la méthanisation, je sais pas si vous voyez ce que c'est. La méthanisation, c'est l'idée, en fait, on élève des cochons ou des vaches, etc. Et au fond, tout ce qui est viande, lait et tout, c'est un sous-produit. Et ce qui est presque c'est ce qui est central dans cet élevage-là, c'est la production d'énergie. Parce qu'on utilise tout ce qui est le méthane, le fumier, enfin tout ça est utilisé pour produire de l'énergie. Et en fait, il y a plein, genre la ferme de 1000 vaches, quand on regardait son modèle, donc voilà, enfin le projet de ferme de 1000 vaches, quand on regarde son modèle, ce qui fait que c'est rentable, c'est la méthanisation et cette utilisation d'énergie. Et il y a plein d'élevages qui tournent grâce à l'énergie maintenant. Dans les campagnes, vous voyez, c'est des énormes dômes de... Et donc finalement, on est en train, autrement, d'utiliser les animaux pour produire des énergies fossiles. Bon, je n'ai pas quantifié, est-ce que c'est plus ou moins que ce qu'on consomme dans des tracteurs, enfin, ce serait un calcul qui serait quand même très compliqué à faire, mais pour dire que ces logiques-là sont toujours présentes de toute façon. Alors, si j'ai le temps, je sais pas combien de temps il reste. Ok. Alors, un deuxième, donc, dans les éléments donc, de théorie, donc, je pourrais revenir sur ce que dit Alfred Borg sur tout ça, sur ce déplacement. Et un deuxième concept que je voulais introduire, que je trouve important, enfin, c'est donc cette fois-ci, ça vient de Jacques Ellul, donc, qui est un penseur français de la technique, voilà, bon, un peu réac à certains côtés, bon, c'était un résistant, il y a plein de choses, mais il y a quand même des prises de position qui ont été assez problématiques à certains moments, mais qui est quand même une principale personne à avoir analysé le phénomène de la technique dans son ensemble, en s'inspirant beaucoup de Marx, en fait, pour lui se voyait en continuateur de Marx dans son analyse de la société. Et
Donc il y a deux concepts que je trouve très importants. Le premier, c'est celui d'autonomie de la technique. Alors, c'est un concept qui est souvent mal compris. Donc cette idée que la technique devient autonome dans le monde d'aujourd'hui, il y a une façon qui serait donc stupide de la comprendre, c'est de penser, je sais pas, les voitures autonomes, les intelligences artificielles, genre Matrix, genre en gros les ordinateurs vont prendre le pouvoir et tout ça. Donc c'est pas du tout cette idée-là. Et ça c'est une idée qui est plutôt fausse jusqu'à aujourd'hui. On ne sait jamais. Cette idée d'autonomie, c'est l'idée que le développement technologique, et ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la non-neutralité, va suivre des règles qui lui sont internes, qui n'ont rien à voir avec les besoins humains, et même dans nos sociétés qui survalorisent la technologie pour plein de raisons, dans laquelle la technologie est devenue une espèce de religion collective, où du coup on va accepter toutes les innovations technologiques. Les directions qui vont être prises par ce développement technologique sont totalement autonomes et indépendantes de tout le reste. Une des raisons de ça, si on analyse, c'est qu'en fait, comment ça marche aujourd'hui les innovations technologiques? On fait des découvertes dans un domaine, souvent dans la science fondamentale. Donc ça c'est un premier cas, c'est on fait des découvertes dans un domaine dans la science fondamentale. Par exemple, des scientifiques découvrent des choses sur la vibration de certains cristaux atomiques. Et à partir de là, on se rend compte que tiens, ça donne des rayons lumineux, et il y a une application qui émerge qui est le laser. Et ensuite, il y a une première phase où ça sert à rien, où c'est une curiosité, où ça fascine les enfants. Et au bout d'un moment, les industriels vont trouver tiens, le laser, on peut l'appliquer à telle chose, tiens, on peut en faire telle chose, etc. Sauf qu'en fait, lorsqu'on découvre le laser, absolument personne peut anticiper quelles seront les applications ensuite. Et si on regarde d'ailleurs les directions qui étaient souhaitées par la technologie dans les années 70, qu'est-ce que les gens promettaient dans les années 60-70 ? C'était tout le monde aura un hélicoptère, on aura des villes sur Mars. Ils voyaient en gros le développement technologique aller dans une direction qui était celle qu'il y avait jusque-là, de fusées, de tout ça. En gros, il y a 60 ans, pour donner un truc moi, que je trouve toujours amusant dans ce domaine-là, entre le premier avion qui traverse la Manche et le Concorde, il y a 60 ans. Entre le Concorde et aujourd'hui, il y a 60 ans. Et si on regarde ce domaine de l'aéronautique, et donc 73, donc 1913-1973, Concorde c'est 73, je crois, j'ai pas vérifié les dates, mais bref, non, 67, c'est 67 le Concorde, voilà, 67, et c'est aussi la date des premiers où on marche sur la Lune, des premiers humains sur la Lune, je me trompe pas ? Quelqu'un 69, voilà, bon, ok, alors, la date c'est la même, c'est 69, j'étais 73, 67, j'étais entre les deux, mais 69 c'est premiers hommes sur la Lune et le Concorde. Et c'était 60 ans après le premier avion qui vole au-dessus de la Manche. Et aujourd'hui, on est 60 ans plus tard, et globalement, ni en termes de fusée, ni en termes d'avion, il n'y a rien eu de neuf. Alors que les gens à l'époque anticipaient les bases sur Mars, les voyages à l'extérieur, c'était ça ce qu'ils voulaient faire. Et c'était là que toutes les recherches étaient concentrées, c'était ça le futur et tout ça. Et par contre, ce qu'on a eu comme changement technologique, principalement, c'est l'informatique. Et ça, globalement, c'était pas totalement attendu, et personne n'imaginait qu'on aurait des téléphones portables. Et personne ne le voulait, finalement. C'est juste que ce qui devient possible dépend de découvertes scientifiques, dépend de comment elles se combinent entre elles, dépend de comment une technologie peut se combiner avec une autre technologie, et ça obéit à des règles liées à la physique, liées à l'ingénierie, qui sont pas prévisibles et contrôlables. Oui ? C'est quoi le Concorde ? C'est un avion qui allait très très vite, Ok. et qui, comme il allait trop vite, il était trop cher, et du coup on a arrêté de le faire. En fait, c'est un avion supersonique, et aujourd'hui il n'y a plus d'avions supersoniques, parce que en fait, c'était trop compliqué, et trop cher, et trop technologique. Enfin, voilà. Et du coup, cette idée d'autonomie fait que, donc d'une part cela, et d'autre part, on est dans une société où toute technologie qui apparaît est acceptée. Et quand on suggère qu'on pourrait ne pas utiliser quelque chose, genre, globalement, il n'y a quasiment rien aujourd'hui, on se dit tiens, c'est possible, on va le faire. Tiens, les OGM, c'est possible, on va le faire. Tiens, je sais pas, tel ou tel appareil, c'est possible. Tiens, la 5G, c'est possible, on va le faire. Et tout ce qui est possible va être mis en œuvre, du moment que c'est quand même un peu rentable et un peu possible de le faire. Et des fois, c'est pas finalement tant rentable que ça, et on le fait quand même. Et le fait que les directions de possibilités de la technologie soient liées à des règles qui sont totalement indépendantes de ce que des valeurs humaines, de ce qu'on peut penser, qui sont des règles internes de qu'est-ce que tel élément de physique rend possible, et qu'on fasse tout ce qui est possible, fait que globalement, le développement du système technologique échappe à toute valeur, tout contrôle, toute volonté humaine. Et par ailleurs, il y a un autre phénomène qui se produit, qui est que justement ces valeurs humaines ont tendance à se faire... Donc quand je parle de système technologique, j'inclus aussi dedans les calculs économiques, je le prends vraiment dans son ensemble. Les valeurs humaines ont tendance à, au contraire, se transformer en fonction de ce système technologique.
C'est-à-dire que de plus en plus, genre, en écoutant la radio, par exemple, je tombe sur des choses qui montrent qu'on voit la société comme une grosse machine. Par exemple, on entend dire à la radio, tiens, alors, j'essaie de trouver des exemples, mais par exemple, tiens, le fait d'avoir de la confiance dans une société, que les gens se fassent confiance entre eux, une étude d'économistes a prouvé que c'était bénéfique pour la croissance économique. Et les gens en disent donc, ou l'égalité homme-femme est bénéfique à la croissance économique. On entend tout le temps dire ce genre de choses. Ou j'entendais même sur l'alcoolisme, le fait qu'il y ait autant de morts sur les routes, ça coûte tant de milliards à l'économie française. Si on réfléchit dans tout ça, ce qu'on est en train de dire, c'est que la raison, pourquoi c'est bien d'avoir des gens qui sont en confiance, l'égalité homme-femme, des gens qui ne se tuent pas sur les routes et tout ça, c'est parce que c'est bénéfique pour le PIB, qui est en gros la mesure du volume d'industrie qu'on a dans un pays. Donc en fait, comme c'est bon pour la croissance industrielle, il faut faire tout ça. Et bien sûr, les gens qui disent ça, souvent, ils le disent en étant bien intentionnés. C'est des gens qui sont militants de telle ou telle cause, qui vont dire regardez, en fait, l'égalité homme-femme, c'est bon pour la croissance, donc il faut mieux valoriser les profils, plein de choses. Mais sauf que le fait même que ce type d'argumentation-là émerge, montre qu'on a totalement intériorisé que la priorité dans la société, c'était la croissance économique, et que toutes ces valeurs autres doivent finalement lui être subordonnées, ou doivent tenir leur réalité en fonction d'elle. Vous voyez un peu cette idée-là ? Et en faisant attention dans les médias, c'est quand même des trucs qui se retrouvent très fréquemment. Donc en fait, cette idée que de plus en plus on conçoit tout, on conçoit le droit social, on conçoit toute la société comme devant être au service de ce développement technologique. Il faut que l'innovation, donc l'innovation, c'est une nouvelle... voilà, on est dans une startup nation qui fait dont l'objectif central c'est l'innovation. L'innovation, tout doit être fait en fonction de cette innovation. On nous explique que l'État dépense des milliards dans les crédits impôts compétitivité, parce que c'est important pour l'innovation. Alors même qu'on sait plus ou moins que cette idée que l'innovation c'est bénéfique, c'est de quand même très douteux. Ne serait-ce que, je sais pas, sur le chômage, le PIB de la France a été multiplié par 5 ou 6 en 40 ou 50 ans. Donc on est 5 ou 6 fois plus riche qu'il y a 50 ans. La technologie a énormément progressé, et il y a plus de chômage aujourd'hui qu'à l'époque. Et on continue à nous dire que la croissance et l'innovation, ça va permettre de diminuer le chômage. Donc tout ça, cet aspect de l'autonomie, c'est que finalement, c'est les impératifs de l'innovation technologique qui vont assez largement déterminer les directions qui sont prises par... Et bon, là, en disant technologie, je suis un peu schématique. C'est-à-dire que c'est aussi plus largement une espèce de rationalisation. Il y a une espèce d'idéal de rationalisation du monde. Et si on creuse ce que c'est, si on regarde ses racines, etc., c'est quelque chose qui est quand même assez profondément enraciné dans la pensée occidentale et tout ça, et qui n'est pas juste des objets, quoi, qui est quelque chose de très... cette idée que tout doit être compté, tout doit être comptabilisé, rationalisé, optimisé, que perdre du temps c'est criminel, enfin... Il y a des racines dans le protestantisme, il y a plein de choses qu'on pourrait développer. Je suis pas en train de trop le schématiser. Voilà. Et l'autre aspect, donc, dans les termes d'Ellul qui sont importants, je pense, il y a l'idée d'unicité de la technologie. Donc, Ellul introduit cette idée d'autonomie. Et l'idée d'unicité de la technologie, c'est cette idée que finalement, c'est extrêmement difficile. Le monde technologique a tendance à être d'un seul bloc, monobloc. Et c'est extrêmement difficile de... et les différentes technologies s'appellent les unes les autres. Et ça, on l'a vu très bien dans l'histoire de l'agriculture depuis 60-70 ans. En fait, à partir du moment où... ce qui s'est passé, bon, je suis très schématique, c'est le livre d'Henri Mandras, la fin des paysans. Mais en gros, ce qui se passe dans les campagnes françaises, c'est pour des raisons de virilisme et d'imitation, consommation ostentatoire, etc. Plein d'agriculteurs se sont mis à vouloir acheter des tracteurs et des gros tracteurs. Alors même que dans beaucoup d'exploitations agricoles des années 50, c'était un très mauvais calcul économique. Et à partir du moment où ils commencent à s'endetter et à rentrer dans cet engrenage d'acheter des gros tracteurs, pour que le tracteur soit rentable, il faut s'agrandir. Pour que le tracteur soit rentable, il faut avoir tout un tas d'autres machines qui vont avec. Des moissonneuses, des machins, etc. Parce que si on a un tracteur et qu'on continue à faire l'agriculture comme on le faisait avant le tracteur, à petite échelle, c'est stupide, on perd juste de l'argent à avoir un tracteur. Comme le tracteur fait du labour profond, les sols deviennent... Il y a une érosion des sols et on perd la fertilité des sols. Du coup, on a besoin d'engrais chimiques. Comme on met des engrais chimiques dans le sol, on a de plus en plus d'adventices, donc d'herbes parasites qui se développent. Du coup, on a besoin de tracteurs encore plus gros pour labourer. Et on a besoin de pesticides. Et comme on a des pesticides, le sol est mort, on a besoin d'encore plus de produits chimiques. Et on a une espèce de cercle où les différents éléments vont entre eux. Et au niveau commercial, comme on a des grandes fermes, des usines où les agriculteurs ont plus le temps de vendre,
on a besoin de vendre à plus grande échelle. Et si on se met à avoir, donc à avoir des transports qui déplacent l'agriculture sur le territoire, pour commercialiser, ça devient rentable d'avoir la grande distribution. Et la grande distribution, ça appelle le reste. Donc en fait, tout ça, il y a une espèce un ensemble de boucles qui se renforcent les unes les autres. Et c'est un peu donc c'est en gros ce qu'Ellul appelle l'unicité. C'est-à-dire que tous les éléments sont solidaires, et presque, c'est ce que je disais aussi sur l'informatique, on prend le moindre élément autour de nous de ce système technologique, et si on tire les fils, on arrive à l'ensemble de ce système technologique dans sa globalité, quoi. Ça va jusque-là, il n'y a pas de questions Ok. Bon, bah, du coup, je vais essayer. Donc, ça passe un peu du coq à l'âne, mais je vais essayer de passer à la deuxième partie de ce que je voulais évoquer sur le primitivisme. C'est que ce qui est allé avec cette idéologie de la technologie et du progrès, donc c'est une idéologie du développement, du progrès, donc il y a plein de noms dans l'Occident, qui, donc déjà, ce qui est intéressant, c'est que c'est une idéologie donc missionnaire universelle. Les Occidentaux veulent que le monde entier ait tout ça. Là, on a des gens quelques jours qui ont vu, il y a les satellites d'Elon Musk dans le ciel, parce qu'Elon Musk trouve que c'est scandaleux que des gens en Afrique n'aient pas accès à Internet. Et il faut qu'eux aussi ont le droit d'avoir Internet. Et c'est dans ce langage-là, je ne sais pas, vous avez entendu dire la fracture numérique. Et en fait, ça, c'est une idéologie qui est ancienne en Occident, et qui remonte au moins au christianisme, qui était une religion universelle, qui considérait que, du moment qu'on avait eu la bonne nouvelle de la révélation, il fallait qu'elle soit diffusée partout. Et bon, il y a la même chose dans l'islam, en réalité. Ces religions-là sont des religions universelles qui considèrent qu'elles doivent être diffusées partout. Et du coup, l'Occident, grâce au pouvoir qu'il a eu par ailleurs, avait l'idée qu'il avait cette mission d'envoyer des missionnaires partout dans le monde. Et si on regarde pourquoi Christophe Colomb part en Amérique, c'est parce que, pour arriver à la fin des temps, il faut que le monde entier soit converti au christianisme. Et donc, il y avait cette motivation qui était très claire dans tous ces voyages d'exploration. Et cette mission, ensuite, a été laïcisée en mission civilisatrice, etc. On devait civiliser le monde. Et ça, c'est présent chez Marx. Je disais, il y a des problèmes chez Ellul, des trucs réactionnaires, mais quand on regarde chez Marx les textes sur la colonisation de l'Inde ou sur la colonisation du Maghreb, il y avait cette idée chez Marx que même si c'est horrible, s'il y a des morts, si c'est un carnage la colonisation de l'Inde, c'est positif parce que ça sort les Indiens de leur misère et de leur barbarie traditionnelle. Donc c'était vraiment très largement partagé. Et cette idée aujourd'hui est toujours présente de façon assez similaire avec l'idée que les gens qui sont sous-développés doivent avoir accès au développement, et on a toujours des tas d'ONG, des tas d'agences de développement qui sont toujours dans cet idéal de le monde entier doit avoir accès au monde technologique. Et c'est un scandale que certains n'aient pas Internet dans la forêt d'Amazonie. Et ce qui allait avec cette idéologie-là, et quand on creuse, là, j'avais noté, on a un discours de Truman en 1949, donc président des États-Unis, qui dit qu'il faut absolument lancer le monde dans la voie du développement, parce que c'est un scandale qu'il y ait des gens qui souffrent de la faim. Et aujourd'hui, on a 1 milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Sachant qu'à l'époque, la population sur Terre, ça devait être 2,5 milliards ou un truc comme ça. Donc il y a quand même eu un problème quelque part. On aura bientôt plus de gens qui souffrent de la faim que ce qu'il y avait d'humains à l'époque où on a lancé l'idée que le développement allait résoudre le problème de la faim. Et dans tout ça, ce dont je voulais parler, c'est que c'est allé avec cette espèce de discours du progrès qui a plein de problèmes, qu'il est raciste, colonialiste, tout ce que vous voulez, mais qui, de point de vue de l'anthropologie, un des principaux problèmes de ce discours du progrès, c'est l'idée que l'histoire, c'est une espèce de ligne dans laquelle il y a ceux qui sont tout en bas, qui sont sous-développés, qui sont primitifs, tout ce qu'on veut, et qu'au fur et à mesure, il y a des stades à passer. Donc dans le marxisme, on passe du mode de production, communiste primitif, puis mode de production antique, puis mode de production féodal, puis mode de production capitaliste, puis communiste. Et le monde entier est censé être dans cette direction-là. Le monde entier est censé être sur une même ligne, où finalement, d'abord on est chasseur-cueilleur, puis ensuite on devient agriculteur ou éleveur, puis ensuite on a des états qui se développent, puis ensuite... Et ce récit, c'est un récit dans lequel on a vraiment baigné depuis très longtemps. Aujourd'hui, on est capable de le critiquer, mais tout en le critiquant, on reste souvent prisonnier des cadres mentaux qui ont été posés par ce récit. Et notamment... Alors, pourquoi ce récit est faux, déjà, en termes d'anthropologie? Ce qui est intéressant, c'est que déjà, si on devait avoir une image de l'histoire des sociétés, c'est, à part les derniers siècles où l'Occident a colonisé tout le monde, c'est totalement multilinéaire. C'est-à-dire qu'il y a des populations qui étaient des chasseurs-cueilleurs, et qui sont restés chasseurs-cueilleurs pendant 200 000 ans, et qui n'ont jamais donné le moindre signe d'arrêter d'être chasseurs-cueilleurs, style les aborigènes. Il y a des populations qui ont été agriculteurs à un moment donné, et qui arrêtent d'être agriculteurs, qui redeviennent chasseurs-cueilleurs. Par exemple, les Indiens des plaines aux États-Unis, ces Indiens qu'on voit avec des tipis, amérindiens, pardon, je devrais pas dire indiens, mais
En anthropologie, traditionnellement, hélas, c'était appelé Indiens des plaines, enfin, l'appellation consacrée. Bah, on les voit comme étant des chasseurs nomades qui chassent le bison sur des chevaux. Bah, eux, en fait, plus tôt, disons, au premier millénaire, il y a genre un peu plus de 1000 ans, 1500 ans, ils étaient agriculteurs. Et à un moment donné, pour diverses raisons, ils ont abandonné l'agriculture. Vous n'avez pas les chevaux déjà. Oui, non, notamment les chevaux, non, effectivement. Mais, et il y a d'autres cas. Et ce que montrent des anthropologues anarchistes comme James Scott, c'est que il y a plein de populations qu'on considère comme des populations primitives, non étatisées, non civilisées. Donc par exemple dans les montagnes d'Asie du Sud-Est, ou par exemple dans les forêts amazoniennes, etc. Qui en fait, si on regarde leur histoire, c'est pas des gens qui n'ont jamais été étatisés, qui n'ont jamais appris l'agriculture, ou qui n'ont jamais été... Donc souvent c'est des populations qui sont agricoles d'ailleurs, par ailleurs, mais qui n'ont jamais été étatisés, qui n'ont jamais été civilisés. C'est des populations qui étaient dans l'Empire chinois, en Asie du Sud-Est, et qui à un moment donné, comme ils étaient esclaves dans l'Empire chinois, ou ils étaient paysans exploités dans l'Empire chinois, ils sont enfuis dans les montagnes, et dans les montagnes, ils se sont mis à vivre en petits groupes, qu'on va appeler des tribus, etc., mais des petits groupes de gens qui se réunissent. Le mot tribu est problématique parce que ce qu'on montre en anthropologie, c'est qu'il y a une ethnogénèse, et c'est pas forcément des gens qui sont apparentés. C'est style le Mal-Ouestan, en fait, si ça existait pendant très longtemps, au bout d'un moment, les gens viendraient et se diraient « Ah, c'est une tribu, c'est des gens qui ont la même origine et tout ça », alors que c'est des gens qui viennent de plein d'endroits différents au départ, enfin, j'imagine, j'espère que vous n'êtes pas tous du même village au début, et tout ça. Et ces gens-là, on les voit comme un peuple premier qui vit dans les forêts, alors qu'en fait, c'est juste tout un tas de vagues de gens qui ont fui l'empire chinois ou les empires birmans, etc., à différentes périodes, qui se sont enfuis dans les forêts et qui sont mis à vivre là, dans ces sociétés sans État, qui sont assemblés ici. Donc c'est pas des sociétés pré-étatiques, c'est des sociétés post-étatiques. Et des exemples comme ça de non-linéarité, il y en a des tonnes dans l'histoire. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a un progrès linéaire. Si on se place après la fin de l'Empire romain, je sais pas, on a une ville dans le sud toujours, je vous rends mes exemples en Provence, parce que c'est d'où je viens, mais la ville d'Arles, on avait des arènes pour faire des spectacles. Et à un moment, toute la population de la ville a construit leurs maisons dans les arènes, qui sont faciles à fortifier. Et la ville fortifiée, c'était les anciennes arènes. Donc moi je dis à Marseille, c'est un peu comme si, dans 200 ans, Marseille, on est tous dans le stade Vélodrome, qu'on a fortifié, et que la ville, c'est devenu ça. Donc dans un moment où Arles, c'était une grande ville qui avait des arènes, qui est devenue un espèce de village dont les arènes sont fortifiées, sont la seule partie habitée et tout le reste est en ruine, ça aurait été dur de dire il y a un progrès linéaire dans l'histoire. Et là où je veux en venir avec tout ça, donc tout ça je pense que tout le monde est d'accord, mais là où je veux en venir, c'est que souvent, dans les critiques qu'on va faire de ce progrès et du monde industriel d'aujourd'hui, on va avoir tendance à garder ce schéma mental linéaire. Et un des problèmes, donc une des choses que je voulais critiquer sur... quand je disais il y avait une partie critique du primitivisme, par beaucoup de côtés, donc tout le monde voit ce que c'est le primitivisme ? Non ? Bon. Le primitivisme, en gros, c'est une idéologie qui dit on devrait redevenir imiter et retourner vers le mode de vie qui était celui des groupes de chasseurs-cueilleurs préhistoriques ou des sociétés sans État, ou etc. Donc prendre ce modèle passé, un des problèmes de ce récit-là, c'est que ça reste un peu dans cette opposition. Donc il y a plein de côtés où ils ont raison de dire que je sais pas, le numérique ça pose des problèmes, oui bien évidemment, que l'industrie ça pose des problèmes, oui bien évidemment, que avoir un État autoritaire ça pose problème, oui bien évidemment. Mais par ailleurs, le plus gros problème au fond, et je viendrai sur les critiques qu'on peut faire sur la vie des chasseurs-cueilleurs, mais le plus gros problème de cette image au fond, c'est qu'on reste dans l'opposition entre soit on est dans le passé, soit on est aujourd'hui. Comme s'il y avait que deux moments historiques. Et là, le gros problème de ça, c'est qu'en fait, quelle que soit la déclaration qu'on fait sur avant comparé à aujourd'hui, et j'ai entendu des discussions depuis que je suis ici sur est-ce qu'on doit revenir au monde d'avant, etc. En fait, toutes ces discussions n'ont pas de sens parce qu'il n'y a ni un monde d'avant unifié, ni un monde d'aujourd'hui unifié. Par exemple, on aurait tendance à dire qu'en termes de droits des femmes, les sociétés industrielles très développées, qui sont au cœur de la mondialisation et au cœur de la technologie, avec plein d'informatique, nos sociétés modernes, d'aujourd'hui, en 2024, auraient plutôt des sociétés dans lesquelles il y a un certain nombre de droits des femmes qui ont été acquis. C'est quelque chose qu'on penserait comme ça. Maintenant, quand on prend l'Arabie Saoudite, ça correspond exactement à toute la définition que j'ai donnée. C'est une société qui est au cœur de la mondialisation, qui est contemporaine, qui est tout ce que vous voulez, où il y a beaucoup de numérique et tout ça. Et on regarde la situation du droit des femmes en Arabie Saoudite, c'est un peu évolué ces toutes dernières années, mais dans l'ensemble, c'est quand même catastrophique. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Donc en fait, et inversement, il y a des sociétés paysannes traditionnelles qui étaient relativement égalitaires en termes d'égalité homme-femme. Il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui étaient relativement égalitaires en termes de société d'homme-femme.
Par ailleurs, il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs et des sociétés paysannes qui étaient extrêmement patriarcales. Quand on lit Maurice Godelier sur les Barouillas, c'était un truc qui était extrêmement patriarcal. Comme l'Arabie Saoudite aujourd'hui. Et pareil, quand on compare la modernité avec les sociétés du passé, on compare qui dans la modernité? On compare l'Allemagne nazie, on compare la Suède qui est restée en paix depuis 2 siècles. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et en fait, souvent, les gens qui font ces comparaisons-là ont tendance à créer une espèce de monde moderne unifié, où soit on va sélectionner que les bons côtés, soit on va sélectionner que les mauvais côtés, comparé à une société traditionnelle unifiée, où on va piocher dans l'histoire, à divers endroits, tout un tas de trucs horribles. Et ça, on peut le faire. Et là où je suis contre aussi l'idéalisation des sociétés de chasseurs-cueilleurs, bon, il y aurait l'antispécisme qui est très présent, mais des sociétés non étatiques, qui sont... on dit souvent chasseurs-cueilleurs pour dire sociétés non étatiques. Par parenthèse, il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui utilisent globalement très très peu de produits animaux, ou quasiment pas. Il y a des sociétés qui sont à quasiment que du végétal selon les milieux. Il y a d'ailleurs des sociétés pareilles qui utilisent 20% d'agriculture. Il y a des sociétés qui sont à 100% de chasse. Enfin, il y a une énorme palette de variations qui existent sur les sociétés traditionnelles. Il y a des sociétés parmi celles-là qui sont par exemple extrêmement violentes. Un truc que je lisais en anthropologie, donc la phytose, un livre qui s'appelle Mœurs des sauvages américains comparé aux mœurs des premiers temps. Donc c'est un livre qui date des années 1700 et quelques, où il est allé en Amérique voir comment vivent les sauvages, en termes de l'époque américain. Mais en fait, il décrit des choses qui sont terrifiantes. Les gens en permanence, donc les membres de ces tribus, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir de domination. Les groupes sont extrêmement égalitaires, effectivement. Mais potentiellement, ils sont en guerre avec les voisins. Et chaque fois qu'on s'éloigne un peu, on peut se faire capturer par les voisins. Et si on se fait capturer, on se fait attacher à un poteau. Ça, c'est en Amérique du Nord. Attacher à un poteau et torturer avec des flammes pendant des heures, découper la chair au fur et à mesure, etc. Et il décrit des scènes comme ça qui sont vraiment insoutenables. Et ça arrive, c'est une éventualité à laquelle tout se prépare. Et quand on regarde souvent, il y a une espèce de romantisation par les anthropologues de populations. Je sais pas, les populations sur lesquelles Descola travaille, dont il parle anthologie, etc., animisme et tout ça, c'est des populations qui ont pu avoir des niveaux de violence en termes de vendetta, de chasse de tête, etc., par le passé, qui étaient quand même très importants. Et il y a des populations de chasseurs-cueilleurs où il y a à peu près une personne sur deux, hommes-femmes confondus, qui meurent de mort violente en moyenne, tués par des membres de notre tribu. Donc est-ce que ça, c'est quelque chose qui est très favorable? Et c'est pas pour dire que la modernité ou l'État c'est favorable, c'est juste pour dire que et par ailleurs, on connaît aussi des sociétés de chasseurs-cueilleurs qui sont qui sont beaucoup plus pacifistes. Il y a des certains environnements où il n'y a pas de guerre connue. On a des sociétés de chasseurs-cueilleurs où, à notre connaissance d'anthropologique, il n'y a eu aucune violence. En tout cas, aucune violence de type guerre. Il y a toujours des violences interindividuelles qui peuvent exister. Donc, en fait, ce que je vais essayer de dire par là, c'est que se demander est-ce qu'il faut revenir en arrière, de toute façon c'est absurde parce qu'on ne pourra jamais revenir en arrière. Ce qu'on peut faire de plus intéressant, il me semble, tout en gardant, et c'est surtout pas justifier la modernité en disant il y avait cette violence-là, il y avait ces tortures-là dans plein de sociétés traditionnelles, ce qui a été fait, donc c'est ce que je disais hier à un moment donné, mais de façon raciste, etc., ce qui a beaucoup été fait au XIXe siècle. Sachant qu'il y a aussi quand même beaucoup de violence dans la modernité, entre les bombes atomiques, les camps de concentration, enfin tout ce que vous voulez, et jusqu'à aujourd'hui. Mais en fait, ce que je trouve intéressant, c'est de avoir cet éventail de modèles de société, et de pouvoir aussi piocher à l'intérieur les institutions qui nous paraissent bien et celles qui nous paraissent pas bien. Éventuellement, voir les choses qui sont compatibles entre elles et qui ne sont pas compatibles entre elles. Par exemple, on peut difficilement imaginer avoir, comme je disais, avoir l'informatique sans avoir un système industriel mondialisé, capitaliste, extractiviste, colonial, etc. C'est probablement pas possible. Par contre, il n'y a rien qui paraît impossible à avoir une répartition des tâches hommes-femmes égalitaire, tout en ayant, je sais pas, un mode de vie sans État, par exemple. Les deux semblent, il n'y a rien qui semble contradictoire entre les deux. Voire ça semble peut-être plus compatible qu'une société égalitaire avec des États. Et de toute façon, ce qui est aussi intéressant pour sortir de ces débats un peu stériles entre est-ce qu'il faut revenir avant ou est-ce qu'il faut... Voilà, il y a le fait que... on sait aussi très bien que des types de sociétés nouveaux peuvent émerger à plein moment dans l'histoire. C'est-à-dire que, pour le meilleur ou pour le pire, il y a plein de types de sociétés qui n'existaient pas, qui à un moment donné existent. Les États n'existaient pas, les humains ont existé pendant 200 000 ans, il n'y avait pas d'État, et il y a 5 000 ans sur 200 000 ans, ce mode d'organisation étatique émerge. Je sais pas, la démocratie représentative, qui est sans doute un gros problème, élective, ça émerge très tardivement aussi.
Bon, Graeber écrit un texte là-dessus qui montre qu'en réalité, c'est aussi parce que voter dans une société, une petite société où les gens se connaissent bien et s'entendent bien entre eux, c'est pas du tout un bon mode de fonctionnement. Si on a un petit collectif de 30 personnes et qu'on marche par élection et par vote, on risque de faire des clans, des groupes qui s'entendent pas. Et il vaut mieux avoir d'autres approches de type consensus, etc. pour faire vivre en petits groupes. Et voter organise le conflit plutôt sur des sociétés, grandes sociétés militarisées, dans l'histoire. Genre, Athènes est une société, sans doute une des sociétés les plus militarisées de son époque, et qui avait jamais eu de société aussi militarisée qu'Athènes à l'époque où Athènes existe. Si on regarde le nombre de soldats par rapport à la ville, c'était une société où il y avait très peu d'agriculteurs, qui étaient spécialisés dans la marine, la guerre, et où tout le monde, qui était extrêmement militarisé. Voilà, je me suis peut-être un peu dispersé. Mais donc cette conclusion-là, c'est-à-dire finalement, il n'y a pas besoin de chercher, de romantiser un idéal dans le passé, et il n'y a pas besoin non plus d'avoir une espèce de modèle parfait, idéal pour l'avenir, et j'en dis peut-être trop sur ce soir. Ce qui compte, c'est d'avoir des directions claires, de se dire en fait ça c'est pas bien, ça c'est bien. Et même pas besoin de les approfondir au maximum, juste dire détruire la planète c'est pas bien, c'est suffisant. Et moi je me considère par exemple comme anarchiste. Je suis pas sûr qu'on arrive un jour à ce que le monde entier soit une société anarchiste. Peut-être que ça arrivera jamais, même dans 1000 ans ou même dans 2000 ans. Par contre, ce que j'espère, c'est que dans 1000 ans ou dans 2000 ans, on aura toujours des anarchistes. Et qu'il y aura pas juste une espèce de dictature totale qui aura tout arrêté. S'il y a encore des endroits où il n'y a pas trop d'État, s'il y a encore des marges de liberté, même si c'est totalement gagné pour toujours, et qu'il faut toujours de temps en temps se battre parce qu'il y a un régime autoritaire qui est en train de se mettre en place, parce qu'il y a quelqu'un qui reconstitue un État... je sais pas, il y a un prophète charismatique ou que plein de gens se mettent à suivre et qui reconstitue une espèce de secte étatique, il faudra se battre contre. On n'aura peut-être pas gagné pour toujours à un moment, et ça il faut abandonner cette idée qu'on pourrait créer la société parfaite un jour, mais ça n'empêche pas que ça peut être pire ou moins bien comme cela a été jusqu'ici dans l'histoire. Voilà, ce serait ma conclusion. T'as cité le mot anogénèse, en gros, l'anogénèse. Ah oui, ethnogénèse, pardon. Ouais, atonogénèse. Ethno comme ethnologie, Et etc. du coup, t'aurais une définition. Alors, en gros, l'idée de l'ethnogénèse, en anthropologie aujourd'hui, c'est qu'on a souvent cru que les populations qu'on observait étaient des peuples qui étaient liés par des liens du sang historique. Par exemple, les Français, de souche, sont liés au sang. En fait, ce qu'on observe, c'est que souvent, en fait, il y a plein de migrations, il y a eu plein de différences, et à un moment donné, des gens qui ont plein d'origines différentes forment un groupe qu'on va appeler les Français. Donc ça, on le sait plus ou moins pour la France, tout le monde le sait, mais en fait, on se rend compte en anthropologie que ça marche globalement partout. C'est-à-dire que, avant, on s'imaginait que c'était une tribu quelque part, et en fait, il y a énormément de mouvements et de différences, et ce qu'on appelait des ethnies dans le passé, par exemple les Hutus et les Tutsis au Rwanda, c'était des ethnies, tout ce terme ethnique a été utilisé. En fait, c'est des identités qui se créent à un certain moment, et c'est pas du tout des choses qui sont des gens, et même des gens qui pensent avoir un ancêtre commun. On a plein de sociétés lignagères qui disent nous, notre ancêtre c'était tel type, on avait telle personne, c'était notre ancêtre, tutélaire, etc. Comme nous, on dirait, je sais pas, nos ancêtres les Gaulois, enfin eux ils ont leur ancêtre, sauf que comme c'est des plus petites sociétés, ils le placent 5 ou 6 générations en arrière. Très souvent, en fait, quand on creuse, c'est tout à fait fictif. C'est comme des gens vivent ensemble et adoptent le même mode de vie, on vient à penser qu'ils sont liés par des liens de parenté. Et ils le deviennent parce qu'ils se mettent à se marier entre eux. Comme les gens se marient entre eux, sont au même endroit, vivent pareil, on vient à penser que qu'ils ont une même origine, alors qu'en fait, non. C'est clair sur l'ethnogénèse. Oui. Moi déjà, je voudrais te remercier. C'était une super conférence. Vraiment la partie sur la technocritique où pas mal de chiffres que je connaissais pas. Et là, pour le coup, je voudrais plutôt te parler du primitivisme. Je voudrais me permettre de rajouter une corde à ton arc argumentatif. Tu as déjà un petit peu évoqué le sujet sur le fait que l'anarcho-primitivisme, parce que c'est son nom complet, notamment pensé par des John Zerzan, des Kevin Tucker, etc. Donc, comme tu l'as un petit peu esquissé, c'est anhistorique. Donc du coup, c'est très peu matérialiste. Et il y a même une dimension coloniale en fait dans l'imaginaire, au sens où on va calquer sur des peuples qui, comme tu l'as dit, en plus, sont pas du tout uniformes. On va calquer des valeurs extrêmement progressistes à ces peuples-là. Parce que dans l'anarcho-primitivisme, il y a quand même l'idée, pour avoir un peu bossé le sujet,
que, je vais prendre un peuple au hasard, les Guayaki, ils sont anarchistes, ils sont communistes, ils sont féministes, ils traitent très bien les animaux. Et donc il y a quelque chose de colonial qui est une espèce de truc bizarre à gauche de dire qu'en fait les peuples premiers étaient parfaits, qu'il n'y avait aucune oppression à leur sein. Et voilà, c'était juste un petit rajout que je voulais me permettre de faire. Mais c'est vieux, c'est même, il y avait déjà, genre, Engels, il y a déjà l'idée de communisme primitif. Ils ont besoin d'imaginer un communisme primitif, et même il y avait une idée du matriarcat primitif de Bachofen, etc., qui a été repris par plein de mouvements féministes, qui avaient besoin de s'imaginer qu'il y avait une époque où c'était le matriarcat, il y avait une époque où c'était le communisme. Et quand on s'intéresse à ça, genre Alan Tastar, qui est un anthropologue sur l'égalité, par exemple, va dire, en fait, il n'y a pas de société, il n'y a pas eu de société vraiment égalitaire. On a des sociétés qui existent, où il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'inégalité, il y a des sociétés qui existent où il n'y a pas d'argent, où il n'y a pas de... où aucun objet matériel ne donne de pouvoir. Il y a des sociétés de chasseurs-cueilleurs, genre les aborigènes par exemple, tout le monde peut fabriquer un arc, tout le monde peut fabriquer... Et en plus, comme on est nomade, bah, on va pas s'embêter à accumuler 10 arcs, on en a un et c'est tout, et ça serait stupide d'en avoir 10 si on doit les porter sur son dos. Donc en fait, personne n'a intérêt à accumuler des biens, et il y a des cas d'anthropologues comme ça, alors je sais plus quelle société, mais il y a un anthropologue qui passe du temps dans une société et qui se dit à la fin, j'aimerais bien leur faire un cadeau, et il dit, mais mince, et en fait il s'est rendu compte qu'il était bloqué parce que il n'arrivait pas à trouver un truc qui pouvait leur donner de tous les objets occidentaux qui existaient, qui n'allait pas juste leur alourdir leur vie et les embêter à devoir se les trimballer, et qui leur faciliterait réellement l'existence. Enfin, ils savaient pas quoi leur donner. Et ces peuples-là, bah, ça a aucun intérêt d'être riches parce qu'on n'a pas envie d'avoir plein de trucs. Mais par contre, bah, les aborigènes, pour le coup, niveau patriarcat, niveau tout ça, c'est un truc... les aborigènes, globalement, les vieux ont toutes les femmes, et pour un homme, globalement, c'est à peu près impossible d'avoir une femme avant 40 ou 50 ans, parce que y a un système de pouvoir qui est tellement qui est orchestré de telles choses que pour avoir une femme, en gros, il faut faire un service. Bon, enfin, il faut se mettre au service de ses parents, enfin de son père notamment. C'est très patriarcal. Donc, pour espérer épouser une femme, il faut depuis sa naissance avoir été au service de ses parents et leur apporter des trucs à manger, faire tout ce qu'ils nous demandent, etc. Et au bout de genre 20 ans, on peut espérer réussir à l'épouser parce qu'on a fait tout ça. Donc, il faut être vieux. Enfin, forcément, on peut pas commencer quand on a 4 ans. Donc, du coup, là-dessus, bon, alors, ça crée un truc assez amusant, c'est que, du coup, bah, vu que les femmes jeunes sont monopolisées par les vieux, il y a des veuves, et la seule accès à la sexualité des hommes jeunes, c'est les veuves, donc les femmes plus âgées. Donc, on a une espèce de schéma où il y a une sexualité entre femmes âgées et hommes jeunes, et hommes vieux et femmes jeunes, enfin, c'est inversé. Mais du coup, c'est des sociétés qui sont avec des pouvoirs. Donc, il n'y a pas d'État, il n'y a pas de pouvoir très hiérarchique, mais il y a une espèce de pouvoir par classe d'âge et par genre qui est très très fort. Donc c'est dur de trouver une société effectivement qui soit totalement idéale, et y plaquer des valeurs modernes, et en plus on voit au fond pourquoi on aurait besoin. Est-ce qu'on a vraiment besoin pour dire c'est pas il faut avoir telle valeur, de dire en fait ça existait il y a 10 000 ans, enfin, c'est pas Au début, tu as parlé du fait que le fait d'avoir de la technologie, ça module notre vision de l'humanité ou de l'évolution de notre système ou de manière de fonctionner. Et là, comme tu viens d'évoquer le fait de... quand on n'est pas dans un système capitaliste, matérialiste, comme ça, on se trouve quand même à chercher quand même un système de pouvoir pour s'organiser. Donc que la technologie peut véhiculer des formes de pouvoir et d'organisation, mais peut-être pas tous. C'est-à-dire que même là, même sans technologie, on se retrouve dans le besoin de s'organiser dans des forces de pouvoir pour savoir qui dirige quoi quand même sans technologie. Mais du coup, dans ta réflexion, c'est pas nouveau ou inévitable, quoi. C'est pas... ça te surprend peut-être... Enfin, je sais pas si ça te surprend de voir que... il n'y a pas besoin de technologie pour qu'il y ait du pouvoir ou des idées. C'est quand même... Mais ça c'est aussi... Enfin, oui, effectivement, il y avait... Enfin, le problème écologique qu'on a aujourd'hui, qui est en gros qu'on va tous mourir, j'exagère un peu, d'ici 200 ans, ou avant même,
si on continue à détruire la nature, les arbres, les sols, le climat, tout ce qu'on est en train de détruire, au bout d'un moment, la vie sur Terre sera peut-être plus trop possible. Et globalement, quand même, lié à l'apparition d'un système industriel et technologique. Il y avait déjà des problèmes d'environnement avant, mais qui ne posaient pas les mêmes menaces. Il n'y avait pas de sixième extinction, en tout cas pas aussi marquée avant tout ça, avant la technologie. Il y avait des problèmes d'environnement qui étaient quand même importants, de déforestation, etc. Mais donc, effectivement, la critique de la technologie est notamment une réponse à ce système-là, et aussi de dire qu'il y a tout un tas de problèmes qu'on a, la menace de la guerre atomique, la technopolis qui surveille tout, etc., qui sont liés à la technologie. Mais bien évidemment, je sais pas, il y avait des esclaves avant la technologie, il y avait même des esclaves avant l'État en réalité, par exemple. Il y a des sociétés sans État où il y a déjà de l'esclavage privé. Et genre Testard suppose même que l'État émerge d'une forme d'esclavage qui sont les esclaves du roi, qui sont les gens qui doivent être sacrifiés avec un chef à sa mort. Et que c'est ça qui permet de construire un État sur une société. Bon, c'est des théories, c'est très abstrait, mais bref. Bon, on sait pas si c'est vrai vraiment. Mais en tout cas, on sait qu'il y a des sociétés où il n'y a pas vraiment d'État, où il y a des esclaves. Les Nuer, par exemple, je sais pas, en Afrique, il y a des formes d'esclavage et il n'y a pas de... plus ou moins, mais il n'y a pas d'État. Quand je parle d'une société, à chaque fois, les Barouya, les Nuer, tout ce que vous voulez, c'est toujours la société, disons, il y a genre 100 ans, ou avant qu'elle soit occidentalisée. Parce qu'aujourd'hui, forcément, il y a des États partout, donc en anthropologie, on se réfère aux sociétés au moment, je crois qu'on dit le sub-présent, subactuel, un truc comme ça. Voilà. Et après, oui, donc bien évidemment, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui ne sont pas liés à la technologie, des problèmes d'inégalité, plein de choses qui ne vont pas dans les sociétés humaines, de violence qui ne sont pas liées à la technologie. Et je dis pas que c'est la seule chose. C'est le gros problème. J'ai l'impression que c'est le problème le plus grave et le principal auquel on fait face aujourd'hui, avec une espèce d'urgence qui est là. Mais j'imagine pas du tout, si tu dis il faut arrêter d'imaginer de tout résoudre définitivement, j'imagine pas du tout que supprimer l'industrie ou les technologies ferait des sociétés idéales. Ça, c'est tout à fait illusoire, effectivement. Ouais. Il y a une notion que j'avais croisée par le passé que j'aimerais bien apporter pour contribuer un peu à toutes les notions que tu as apportées. C'est donc dans ce manque de contrôle que tu as évoqué, il y a toujours de la part des États un train de retard sur la légifération des innovations. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une entité ingénieure avec des personnes de bonnes intentions qui vont vouloir aider la civilisation, qui vont créer des logiciels libres, des nouvelles bactéries pour aider des maladies contre des maladies pour des animaux par exemple en élevage. Et ensuite ces inventions-là, elles se font récupérer par des personnalités politiques de moins bonnes intentions. Je m'égare déjà un petit peu, donc je vais arrêter cette ligne. Ce que je voulais dire, c'était pas ça du tout. C'était que par exemple sur donc ces innovations de nouvelles bactéries, de trottinettes électriques, intelligence artificielle, il y a toujours une implantation de ces innovations dans la société par des entreprises privées par exemple, le plus souvent, avant qu'il y ait des lois pour les réguler. Il me semble que c'est une tendance qu'on a observée toujours. La société à l'échelle mondiale, à l'échelle, ce qui est inscrit dans le cadre de la loi, doit toujours s'adapter à rattraper le train de retard, créer quelques normes pour ensuite organiser le reste de la société autour de ces innovations quand elles sont pertinentes, comme la voiture ou le téléphone. Donc il y a un peu un manque de volonté de qui piloterait la société, quoi. Un manque de volonté et de choix vers les directions qui sont empruntées. Mais le mot important dans ce que tu dis, c'est accompagner. C'est-à-dire que les lois et les normes ne sont pas là pour arrêter l'innovation technologique. Elles sont là pour les accompagner et les rendre efficaces, acceptables, les organiser, etc. Mais même, si on regarde n'importe quel domaine de bioéthique, etc., finalement, le but, c'est pas tant d'empêcher certaines choses que de discuter, d'habituer les gens à ce qu'elles existent, de les faire progressivement, de les encadrer éthiquement avec des comités d'éthique qui les surveillent. Et genre, aux États-Unis, il y a une industrie de la bioéthique. Genre, la discipline bioéthique est devenue peut-être aussi grosse que la philo, enfin, éthique en général, mais devenue aussi grosse que la philosophie, etc. Et parce qu'il y a des comités d'éthique partout, chaque labo doit avoir son spécialiste en éthique, etc. Et tout ça fait pas grand-chose. Enfin,
accompagne, c'est plus de l'acceptabilité sociale que du contrôle. Et sur le pilotage, pareil, il y a pas... Enfin, je suis pas sûr que les gens aient piloté... Enfin, cette idée de la récupération, c'est-à-dire, est-ce que c'est, par exemple, Internet, c'est un bon exemple. Au début, c'était il y a eu tout un mouvement hacker, etc., sur plein de choses. Que ce soit, je sais pas, on dit toujours que à la base de quasiment beaucoup de choses aujourd'hui, il y a genre Unix, etc., c'est du logiciel libre, et c'est utilisé par Apple, c'est utilisé par énormément de... Je crois que c'est utilisé par Android aussi, enfin, il y a des couches de logiciel libre dans quasiment tous les trucs qu'on utilise aujourd'hui. Mais sauf que par définition... Et on imaginait qu'Internet, ça allait permettre l'horizontalité, la culture allait être chaque personne horizontalement, etc. Sauf que la nature même de ces technologies d'Internet, en permettant de concentrer les flux au niveau mondial, bah forcément, disons, si toutes les œuvres du monde sont... En fait, simplement, logiquement, si d'un coup, tous les contenus, par exemple de livres, de vidéos, tout produits dans le monde sont accessibles à tout le monde, on pourrait dire c'est génial, tout le monde va pouvoir être un truc très horizontal. Mais en fait, pas du tout. C'est-à-dire forcément, qu'est-ce qui va se passer ? Si moi, j'ai face à mon petit écran, j'ai accès à tout ce qui se produit dans le monde, je peux pas connaître tout ça. Donc comment je vais m'orienter ? Je vais me dire, tiens, qu'est-ce que regardent les autres ? Et le résultat, c'est qu'on se retrouve à 2 milliards à regarder la même vidéo ou la même musique. Alors que dans un système où il n'y a pas ces outils-là, si jamais on doit faire des concerts directement en présence physique, bah, alors je sais plus comment elles s'appelaient, mais les 2 musiciennes qui étaient là hier soir, quand elles sont ici au Mal-Ouestan, elles sont pas en même temps à Toulouse, et elles sont pas en même temps aux États-Unis. Donc forcément, chaque endroit va avoir sa propre production culturelle, ses propres... Donc en fait, de façon très logique, cette technologie de massification comme Internet ne pouvait difficilement produire autre chose que une espèce d'uniformisation où tout le monde regarde le même contenu. Parce que sinon, comment on s'oriente ? Je peux pas... si, on peut ouvrir une page YouTube au hasard, ou j'en sais rien, mais ce serait stupide de... Enfin, personne va faire ça, quoi. À un moment, tu parlais de comment en fait, les technologies, ils ont aussi changé notre discours ou notre rapport aux choses, et ça m'a fait penser à un militant écologiste qui s'appelle John Northman, qui a été justement très déçu par le mouvement écolo dans les années 90, qui a commencé à adopter le même discours que les industriels pour essayer de défendre des forêts. Et il s'est écarté en fait de ces mouvements peu après, et où pour lui c'était vraiment une trahison, où les gens s'enchaînaient aux arbres avant pour la forêt, et c'était ça le discours, en tout cas public, et que après le discours c'était non, la forêt elle est plus utile sous forme de forêt, quoi. Je veux dire, on en a besoin pour l'humain, on en a besoin pour l'écologie, et il y a eu vraiment un discours très rationnel, genre scientifique, qui a commencé à émerger dans les milieux écolos, et lui il a vu ça vraiment comme une trahison, et l'exemple qu'il donne, c'est que donc on avait des mouvements écolos qui refusaient qu'on rase une forêt pour une usine, mais par contre, une fois que ce discours de en gros on va défendre la forêt tant qu'elle est plus utile sous la forme de forêt, par exemple, il y a eu beaucoup moins de monde quand il y a eu les éoliennes et qu'ils ont rasé les mêmes forêts, au Pays de Galles notamment, où ils ont rasé les mêmes forêts pour y installer des éoliennes, où là du coup c'était moins facile de dire ah bah c'est plus utile sous forme de forêt, quoi. Et en fait, quand on s'aventure sur ce champ argumentaire, quoi, en tout cas pour lui ça devenait très dangereux, et je voulais juste partager ce que ça m'y a fait penser, je trouvais ça intéressant. J'ai lu un livre super récemment de Célia Izoard sur les mines. Alors faut que je vérifie le titre. La rue minière au XXIe siècle. Voilà, la rue minière au XXIe siècle. Et ce qu'elle montre, c'est que c'est même orchestré. C'est-à-dire qu'en fait, dans les années 2000, les Occidentaux se rendent compte que, pour plein de raisons, ils ont fait n'importe quoi sur les métaux. Notamment, avec la fin de la guerre froide, ils ont vendu... il y avait d'énormes stocks de métaux aux États-Unis pour la guerre froide. Et ils se sont dit, bah, tiens, il n'y a plus l'URSS, c'est bon, on peut utiliser ces métaux, on n'est pas obligé de garder ces stocks. Du coup, les cours des métaux ont beaucoup baissé dans le monde, et c'est le moment où il y a l'informatique, où il y a eu tout ça. Et au milieu des années 2000, les gens se rendent compte que, mince, les métaux étaient artificiellement peu chers, et on manque de métaux. Et donc, ils se sont rendus compte que pour l'informatique, et aussi pour les technologies militaires, genre, on dit un smartphone, c'est je sais pas combien de métaux, mais genre un char d'assaut aujourd'hui, c'est
quasiment tout le tableau périodique des éléments, enfin entre les blindages, les machins électroniques. Et il y a des métaux style, enfin il y a plein de métaux qu'on utilise d'ailleurs quasiment que pour des applications militaires. C'est vraiment, et pour tout ça, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de relance minière. Sauf que c'était un moment où les mines, on faisait moins de mines depuis un moment, il y avait des mouvements écolés et tout ça. Et il y a explicitement dans ce livre, Celia Isoar montre que il y a des groupes qui se sont dit, en fait, qui ont adopté de façon explicite la stratégie de, pour faire accepter la relance minière, pour l'armée et l'informatique, en gros, il faut trouver un discours mobilisateur, parce qu'eux aussi ils font du storytelling, des discours, etc. Il n'y a pas que les écolos qui veulent faire des discours, ou les antispécs qui veulent faire du discours. Et ils ont trouvé un truc génial, c'était la transition. Et du coup, à partir de là, toutes les instances officielles se mettent à parler de transition. Et qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, il faut construire des éoliennes, des panneaux solaires, et on a besoin des métaux pour la transition. Et on voit des articles partout dans les journaux, dans le monde, etc., qui disent, on a besoin de réouvrir des mines de lithium en Europe pour la transition et tout ça. Et en fait, en frotte derrière ça, il y a une relance minière. Donc dans le livre de Celia Isoar, elle montre un article, je sais pas de quel journal, style Le Figaro, qui parle des métaux pour la transition, et qui parle d'un projet en France de mine de tungstène, et elle dit en fait le tungstène ça sert que à des chars d'assaut globalement. Et pourtant, c'est présenté comme... Et du coup quand on lit ça, on se dit mais c'est même... il y a vraiment en face des gens qui ont des stratégies explicites là-dessus, et ce qui est un peu désespérant, c'est qu'il y a quand même... je pense que c'était assez clair dans les années 70 que tous les gens qui étaient écolos, il y en avait quand même beaucoup dans les années 70, c'était assez clair qu'ils étaient globalement contre l'industrie, contre l'armée et contre le nucléaire. Et aujourd'hui, on a quand même, que ce soit, beaucoup de manifs climat, etc., qui demandent des éoliennes, des panneaux solaires. Et on a avec genre Jancovici, etc., il y a de plus en plus d'écolos qui veulent du nucléaire, et qui se disent écolos et pro-nucléaire, parce que, avec les raisons mobilisées, c'est-à-dire qu'on n'a jamais substitué, on n'a jamais prouvé qu'une éolienne diminuait de 1 gramme les émissions de CO2, en fait. Même de 1 gramme. On n'a jamais prouvé qu'il y avait substitution du tout. Moi j'avais une question, c'est un peu. C'est une remarque qui m'a un peu mené sur ses doigts. Par rapport au fait justement qu'il y a toute une idéologie du progrès linéaire, y compris peut-être dans des sciences sociales qu'il faudrait actualiser. Quand on parle d'écologie ou d'antitech, y compris dans le milieu militant, ce substrat culturel a tellement été intégré que l'écologie, dont le but premier est quand même de conserver certaines choses, peut être considéré comme réactionnaire. Je sais pas si je pense pas que tes élèves aient osé te traiter de ça en cours, mais comment tu répondrais à ce genre de... Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aborder le sujet, que ce soit en cours ou pas en cours d'ailleurs, hein, mais... Les étudiants, non. Les étudiants, ils sont pas assez politiquement construits pour avoir fait ce genre de critique, on va dire. Et puis, en cours, je suis quand même un peu moins offensif que là, quoi. Enfin, je veux dire, faut pas, non. Ouais. Ça va sur l'institution. Mais non, après, oui, non, mais c'est sûr qu'il y a une question de... que les écolos... Alors, déjà, les écolos accusés d'être réactionnaires, c'est plus ancien que... Enfin, je sais pas si vous voyez Luc Ferry, des choses comme ça. Mais Luc Ferry, c'est un type qui a été ministre de Sarkozy, etc. Donc, qui dit les écolos sont des réactionnaires, attention. D'ailleurs, Hitler était végétarien, enfin, je sais pas si vous avez entendu, vous avez déjà vu avoir ce genre d'argument. Alors, sur ça, il y a un très bon livre de. Alors, comment il s'appelle ? C'est Le modernisme réactionnaire. Cette fois-ci, j'ai oublié l'auteur, je suis désolé, je suis pas très précis. Non. Ça, c'est un livre américain qui s'appelle Le modernisme réactionnaire, c'est sur genre, les nazis et la technologie. Et en fait, les nazis étaient ultra technologistes. Et il y a des citations qui disent le nazisme, c'est réunir la technique grecque avec genre la force germanique ou un espèce de truc comme ça. Et l'idée que les juifs corrompent la technique par l'argent et que eux, en se débarrassant du capitalisme juif, ils vont enfin réussir à donner sa vraie ampleur à la technologie. Et il y a des discours de romantisme d'acier. Enfin, Goebbels parle de romantisme d'acier dans ses discours, etc. Donc il y a vraiment une idéologie ultra technologiste. Et d'ailleurs, les premières fusées, c'est les nazis. IBM, je sais pas, vous voyez, IBM, les premiers ordinateurs, il y a quand même un des premiers ordinateurs, le premier usage d'un ordinateur IBM avec carte perforée, c'était les recensements de juifs pendant la Shoah. Donc au mémorial de la Shoah à New York, apparemment, il y a la machine IBM de 1940 devant qui fonctionnait à carte perforée. Il y a quand même des choses qu'on a un peu voulu effacer dans notre vision du monde, mais qui étaient déjà là, quoi. Et genre Ford a financé le parti nazi, il y a des trucs... Oui. Ça me fait penser au documentaire Arte L'homme a mangé la terre, et il y a 2 autres exemples qui sont cités d'innovations qui ont été créées par Hitler, à savoir les autoroutes, ouais. Et l'ancêtre des pesticides avec le gaz moutarde. Ouais. Bah non, pas le gaz moutarde, c'est la Première Guerre mondiale, mais c'est le... Ah oui, c'est voilà, c'est ça.
Oui, non, il y a beaucoup de choses. Et Chapoutot, je sais pas si vous voyez Yoann Chapoutot, l'historien d'ailleurs, qui montre que même le management, ça vient genre... Les premiers à parler de ressources humaines, c'est genre les nazis. Et quand on y réfléchit, on se dit waouh, mais alors, qu'est-ce que ça voulait dire pour ressources humaines? Et il y a eu vraiment des liens, enfin le management, le discours de management était ultra présent dans tout ça quoi. Vu qu'on parlait je sais pas comment tu l'as formulé, tu l'avais bien formulé, substrat culturel, non, tu t'avais parlé, ouais. Qu'on parle comment dire, de cette propagande en fait économique ou technique. J'aimerais aussi pointer du doigt des études, en tout cas mettre en avant des études qui, je pense, contredisent un peu notre intuition. Nous, surtout dans les milieux écolos, on a l'impression que l'écologie devient un sujet de plus en plus valorisé, que de plus en plus de gens s'intéressent à l'écologie. Et en fait, les études montrent que c'est l'inverse plutôt. Que depuis les années 70, il y a un déclin lent, mais quand même pas si long que ça en soi, mais il y a un déclin des personnes, par exemple, qui privilégieraient l'écologie sur l'économie. Et c'est des études, alors je me rappelle plus, mais c'est des études qui sont faites chaque année, un recensement quoi, des priorités des personnes. Quoi. Et il y a de moins en moins de personnes qui mettraient l'écologie au-dessus de l'économie. Quoi. Ça, je pense que l'écologie d'État a fait beaucoup de mal parce que on a énormément embêté les gens sur plein de trucs. Que ce soit tous les discours culpabilisateurs sur des petits trucs, éteignez votre robinet en vous lavant les dents, etc. Ou même plein de normes. Par ailleurs, moi je faisais ma thèse sur les agriculteurs alternatifs. Mais en fait, les agriculteurs alternatifs, même des gens qui font du bio, qui sont ultra écolo et tout, ils en peuvent plus des normes européennes, étatiques, notamment environnementales. Parce qu'en fait, ils peuvent rien faire, tout est ultra normé et tout ça. Et même en fait, quand on veut faire mieux que les... Enfin, il y a plein de choses qui sont très difficiles. Et on leur demande, genre là, la nouvelle PAC qui est censée être verte, par exemple, on leur demande pour recréer des haies, on va dire c'est bien de recréer des haies, le système dit qu'il y a des aides qui sont dépendantes des haies, etc. Du coup, ce qu'on leur demande de faire, c'est de prendre leur... Donc, ils ont des espèces de Google Maps, genre un système de SIG, où ils doivent indiquer sur chaque parcelle qu'est-ce qu'ils font. Chaque arbre, ils doivent les indiquer. Ils doivent tout rentrer eux-mêmes. Et alors, en plus, c'est prévu pour l'industrie. Donc, ce qui fait que, par exemple, si tu as un potager avec du maïs, du poireau, du truc, qu'est-ce que tu déclares à la PAC? Tu dis... Et aujourd'hui, il y a des contrôles satellites. Donc, par exemple, j'ai vu un maraîcher, il avait un champ avec un arbre au milieu. Comme il n'avait pas déclaré l'arbre, il s'est fait retirer par image satellite la surface de l'arbre de la surface du champ qui lui donnera la subvention. Alors même que tout ça est vu pour pouvoir faire un suivi plus fin. Donc en fait, ces outils de suivi qui sont censément servir à refaire de la diversité, à refaire des haies, déjà ça demande énormément de temps à des gens qui n'ont pas le temps qui ont beaucoup d'autres choses à faire dans l'agriculture. Et en plus, en fait, ça leur gâche tellement la vie qu'ils sont souvent très hostiles à ce genre de choses. Et quand l'écologie s'est justifiée au nom de ce genre de choses, les gens n'aiment pas les écolos parce que, d'une part, et en plus, voilà, d'une part cela, et surtout qu'il n'y a pas de résultat. Je pense qu'il ne faut pas être idiot pour se rendre compte que depuis toutes ces années de normes, etc., les lignes générales du problème restent les mêmes. Du coup, ça a vraiment décrédibilisé l'écologie d'État et les gens ont l'impression qu'on les embête depuis 20 ans pour peu de résultats. Et je sais pas dans quelle mesure c'est orchestré, mais c'est un vrai problème. Enfin, et alors que l'agriculture continue à s'industrialiser, alors que tout ça. Ouais. C'est vraiment pour peu de résultats, parce que pour les haies, par exemple, il y a 3 ans, sur la dernière session européenne, puisque c'est financé par l'Europe, on a 23 000 km de haies qui ont été éradiqués en France pour 3 500 km plantés. Et on n'entend parler que des haies qu'on plante parce qu'il y a des subventions qui vont avec. Donc, c'est un truc complètement délirant. Donc c'est vrai que faire chier les gens par cette dite écologie d'État qui emmerde tout le monde et qu'il n'y a pas de résultat, ça ne donne pas envie de continuer. Quoi. Et tout le monde s'est adapté à ce discours de chiffres et de... Donc par exemple, des personnes... moi je me suis déjà retrouvé confronté à des personnes qui sont là en mode la forêt en France c'est jamais aussi bien porté. Qu'il n'y a jamais eu autant de forêt en France. Parce que les gens parlent en surface et qu'ils ne parlent pas en qualité parce qu'ils sont incapables de mesurer la qualité, alors qu'en qualité elle n'arrive pas à te laisser. Ouais. Il y a plus de 4% de forêt en France qui ont des arbres de plus de 200 ans. Et ça vient au travers de ce discours de, en fait, on va compter en hectares, ou, je veux dire, c'est du chiffrage, c'est du scientifique, c'est du hors-sol, quoi.
C'est non qualitatif. Tout à fait. Même la biodiversité d'ailleurs, c'est un problème. Après, non, je pourrais je sais pas si le nom dans le temps. Mais... Non, c'est bon. Ouais, je pense que aussi. Ouais, mais je disais, même en fait, la biodiversité, le discours sur la biodiversité, on va se dire c'est bien d'en parler, mais dans la façon dont c'est utilisé et quantifié, ça peut être un vrai problème, et on s'est rendu compte qu'il y a plein de moments où... déjà, ça pose des questions très bizarres, c'est-à-dire, je sais pas, donc Philippe, tu disais, ici, une forêt de... si on attend, on aurait une forêt de hêtres, une grande forêt de hêtres avec des hêtres. Et finalement, une forêt de hêtres, il n'y a pas tant que ça de biodiversité. Mais, au fond, philosophiquement, est-ce que vraiment... par exemple, les forêts de hêtres, ça n'a pas de valeur parce qu'il n'y a pas beaucoup de biodiversité. Et il y a un discours quand même qui compte tout par rapport à la biodiversité, et des fois, les milieux où il y a beaucoup de biodiversité, bon, il y a des trucs marrants en conservation où c'est les écosystèmes puits. C'est-à-dire qu'il y a des endroits en fait où ils se sont rendus compte, c'était aux États-Unis, ils se sont rendus compte, il y avait un endroit où il y avait plein de biodiversité qu'ils ont protégé, et ils ont détruit des trucs autour. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de biodiversité parce que c'était une interférence entre plusieurs milieux, et les espèces de ces différents milieux qui vivaient dans ces différents milieux se retrouvaient là. Mais cet endroit où il y avait tout en interface, bah, c'était pas le cœur de vie de ces différentes espèces. Et du coup, en fait, c'était juste un endroit où il y avait des individus qui se perdaient et qui, dans les populations, étaient déficitaires, etc. parce que c'était pas leur bon milieu. Et finalement, on a protégé l'endroit qui était donc ce qu'on appelle un écosystème puits, où les autres espèces s'engouffrent, et on détruit les sources autour, et du coup, finalement, bah, on aurait mieux fait de protéger l'ensemble, bien évidemment, mais en fait, c'était même contre-productif de point de vue de conservation de se fixer à un chiffre. Et il y a François Terrasson, qui est un naturaliste qui a écrit sur l'écologie dans les années 70, à un moment donné, il dit ça, il dit en fait, si on veut où c'est qu'il y a le plus de biodiversité en France, c'est le jardin botanique du Muséum d'histoire naturelle de Paris. Alors, si on compte, on a une biodiversité incroyable, on a le jardin des plantes, on a je sais pas combien d'espèces végétales, animales, etc. Donc, c'est ironique, mais voilà, il y a... En fait, le danger, et ça a été dit, je pense que c'est Gauthier qui disait ça hier, et c'était intéressant, que quand on se fixe à un seul indicateur, que ce soit hier la souffrance animale, ou que ce soit la biodiversité, etc., et qu'on veut maximiser cet indicateur techniquement, par des techniques, par la science, etc., en oubliant tout le reste, bah souvent on arrive à des problèmes, quoi. Enfin, c'est pas une bonne façon de procéder. Bon, voilà.